Désormais, dans votre émission Remue Ménage, Alassane Samba Diop vous donne l'occasion de participer, mais aussi de poser vos questions en direct sur Facebook Remue Ménage RFM. Remue Ménage, l'émission incontournable pour comprendre le Sénégal. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Que faut-il attendre de la suite de la visite du président Barack Obama sur les plans économiques, politiques et culturels? Quelle analyse faire de la réforme du Code de la nationalité? Quelle inspiration nos hommes politiques peuvent-ils avoir de Nelson Mandela? L'actualité en question, c'est dans Remue Ménage. Ce dimanche 30 juin 2013, Alassane Samba Diop reçoit Larbib Ndiaye, psychologue, et Ibrahim Diop, consultant en communication. Remue Ménage, dimanche 10h-11h sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Dimanche 30 juin 2013, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage, qu'il soit donc aujourd'hui Serigne Larbib Ndiaye, psychologue, Ibrahim Diop, consultant en communication. Ibrahim Diop a eu un fâcheux incident qui n'a pas permis d'être avec nous dans ce studio aujourd'hui. Nous essaierons d'entrer en contact avec lui au téléphone ou bien par Skype pour permettre aux auditeurs de la RFM de suivre l'émission Remue Ménage. Nous sommes donc avec dans ce studio Serigne Larbib Ndiaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, Barack Obama est venu au Sénégal. Il y a eu un accueil qui lui a été réservé. Les populations ont réagi d'une façon ou d'une autre par rapport à cette visite. Obama est parti et rentré. Quelle attente peut-on avoir d'abord sur le plan économique de cette visite de Barack Obama? Merci Alassane. Je crois que la visite de Obama est une occasion pour nous Sénégalais un peu d'en apprendre de la manière de faire des Américains, de la manière de faire du business, de la manière de gérer les relations humaines au Sénégal. Barack Obama était venu avec un double objectif. Premièrement, c'est d'abord de féliciter le Sénégal en tant que plateforme où la démocratie s'exerce librement, où les élections s'exercent librement. C'est le seul pays dans la région ouest africaine à ne pas connaître de coup d'État. Je crois que c'est une prime à la démocratie et je crois que ça c'est quelque chose que les Sénégalais peuvent être fiers. Deuxièmement, c'est les opportunités économiques pour les États-Unis et comme vous le savez, sur le continent, ce ne sont plus les États-Unis qui règnent en maître sur le plan économique pour décider aujourd'hui de la manière dont les relations économiques doivent pouvoir s'exercer entre les nations. Il y a la Chine, il y a les membres du BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et ensuite de nouvelles puissances émergentes au niveau du monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, il y a un intérêt économique particulier. Pourquoi? Parce que c'est un marché d'1 milliard d'individus. Donc il y a des potentialités de croissance. Et vous savez que la concurrence est très rude sur le marché asiatique pour les Américains. Sur le marché européen, vous savez, l'Europe est en crise économique. Depuis une vingtaine d'années, il n'arrive pas à décoller, à redécoller. Et donc l'Afrique est aujourd'hui le marché qui offre le plus d'opportunités pour la croissance économique aux États-Unis, c'est-à-dire l'exportation de produits. Donc cette visite pour nous nous a montré à quel point aujourd'hui le repositionnement géostratégique du Sénégal en tant que nation politique très avancée, et cela s'est manifesté par aujourd'hui toutes les paroles, les belles paroles qu'Obama et sa délégation ont eues à l'encontre du président de la République et du gouvernement sénégalais, mais aussi, selon notre point de vue, il était accompagné de 400 hommes d'affaires. Je crois que maintenant, à ce niveau, la tâche, c'était à nos hommes d'affaires de pouvoir saisir des opportunités pareilles pour pouvoir relancer ou bien approfondir la coopération économique entre les justement, États. pour beaucoup de Sénégalais, en tout cas le Sénégal lambda, quand ils entendent que Barack Obama, le président de la première puissance mondiale, vient au Sénégal, ils s'attendent à des retombées économiques. Peut-être même, naïvement, certains pensent qu'Obama vient avec des valises d'argent.
Oui, je crois que ça, c'est, comme vous l'avez qualifié, une appréciation naïve. Parce que je crois que le président des États-Unis n'a ni le droit ni le pouvoir de se déplacer avec des valises d'argent. Et leur système politique et judiciaire ne leur permet pas cela. D'autre part, je crois qu'il était venu nous vendre un rêve. C'est à nous de nous inspirer de la manière de faire des Américains. Et c'est ça que nous devons transformer en opportunité pour notre pays. Par exemple, comment faire les affaires? Il y a la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le régime des affaires au Sénégal, on peut traiter ta parole contre ma parole? Et vous savez, vous qui travaillez dans ce domaine, que si vous voulez acheter une action à Hong Kong ou à New York, il suffit de prendre le téléphone et de le faire. Tu n'as pas besoin de voir la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, Alassane, est-ce que j'ai la possibilité, lors d'un débat privé, de prendre un engagement et de le respecter? Parce que ce sera devant moi et devant Dieu. Et encore un autre niveau, c'est d'abord le rêve. On entend toujours le rêve américain, mais où est le rêve sénégalais? Le rêve américain, c'est de se construire en tant que première puissance mondiale. Mais nous, quel est notre rêve? Et quelles sont les stratégies que nous mettons en œuvre pour en arriver à ce rêve? Et aujourd'hui, les pouvoirs en place ont déjà un programme qu'ils appellent Yoonu Yokkute, qui est le rêve. Mais quelles sont les stratégies de mise en œuvre? Est-ce que ces stratégies sont des stratégies qui peuvent nous conduire vers le développement que nous espérons? Et c'est ça un peu les États-Unis, l'image qu'ils vendent. Vous vous rappelez, en 2008, c'était le crash. C'était tout, un taux de chômage à 2 chiffres. Aujourd'hui, en 2013, 5 ans après, ils ont remis les États-Unis sur les rails avec un taux de 7%. Et ils continuent de croître. Alors que l'Europe, qui est derrière, est à la traîne. Quels sont les mécanismes que ce pays a utilisés pour en arriver là? Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires sénégalais sont assez outillés pour capitaliser cette visite de Barack Obama, puisqu'il était venu aussi avec les hommes d'affaires américains? On n'a pas vu de signature grandiose de contrats qui ont été signés. On a vu que le Sénégal a été exposé sur le plan international par toutes les télévisions du monde. C'était appelé même au Canada pour dire que le Sénégal était au centre du monde pendant cette visite de Barack Obama. Mais est-ce qu'on a les moyens de capitaliser tout cela en opportunité d'affaires? Mais c'est excellent, Alassane. Je crois qu'un peu la finalité de cette visite, c'était de transformer cela en opportunité. En quoi faisant? Par exemple, je me suis un peu ce matin aventuré à regarder sur les sites web quelles sont les entreprises, quels sont les ministères qui se sont mis sur le net pour pouvoir essayer de communiquer sur la visite et d'attirer des Sénégalais en termes d'investissement, en termes de tourisme. Je crois que le ministère du Tourisme et des Loisirs, j'ai vu un texte en anglais qui a été fait sur un site web, etc. J'ai vu quelques entreprises faire de la publicité, mais réellement, comment est-ce que les hommes d'affaires avaient préparé des paquets de projets qu'ils devaient proposer à leurs homologues américains? Où en sont ces projets? Comment ça a été préparé? Parce que Obama a eu 400 hommes d'affaires. Combien d'hommes d'affaires ont été mobilisés autour de cette visite et quelles sont les stratégies qu'ils ont employées par rapport à ça? Il y a une première barrière, c'est la barrière linguistique. Est-ce qu'ils ont l'humilité de pouvoir prendre des Sénégalais qui ont l'expérience de doing business avec les Américains, de les amener à côté d'eux pour les aider un peu à mettre les contacts? Ça, c'est un point. Un autre volet, c'est d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement de nos entreprises permet aux entreprises américaines de pouvoir contracter avec eux et de faire du business? Pour la plupart, comme j'ai l'habitude de le dire, on a un système d'environnement qu'on a importé de la France, 5e puissance mondiale, qu'on a plaqué au Sénégal, 147e ou 175e puissance économique. On ne peut pas faire du business comme ça. Le code des impôts, l'environnement des affaires, le système bancaire, les taux usuraires des banques, les entreprises sénégalaises n'ont pas les moyens de pouvoir concourir normalement comme il le faut. Si le loyer de l'argent est cher, si les banques prennent à 4 ou 3% au niveau de la banque centrale et à la sortie c'est 17%, c'est 12%, c'est 15%. Et si je compare qu'aux États-Unis, aujourd'hui le taux sur presque les 15 ans avoisine les 3,99. Est-ce qu'il faut donc une réforme du secteur économique et du secteur bancaire sénégalais pour le mettre à niveau par rapport à ce qui se passe sur le plan mondial pour que les entreprises sénégalaises soient compétitives? Mais il le faut. D'abord,
l'État doit encadrer cela, parce que l'État ne peut pas se permettre de mettre une masse d'argent. Déjà, il y a une masse d'argent énorme qui circule, mais elle sert à quoi? Elle sert à faire des prêts pour des courts termes, pour des cérémonies familiales, l'achat de véhicules, mais elle ne sert pas à faire l'équipement du pays, à donner aux entreprises les possibilités d'acquérir des technologies, d'investir. Et en retour, que l'État ait des moyens, gagne de l'argent. Aujourd'hui, quelle est la source principale de revenus de notre État? C'est l'impôt sur les personnes qui travaillent, c'est l'impôt sur les entreprises, c'est encore beaucoup de subterfuges économiques pour pouvoir accéder à ces ressources. Alors, si vous voyez, toujours pour parler États-Unis, les États-Unis, l'essentiel du budget provient des salaires et de la consommation des ménages. Donc, si les gens travaillent, ils consomment. Et l'État a plus d'argent. Pas le contraire. L'État ne ponctionne pas les entrées douanières pour créer des surcoûts au niveau des produits que les Sénégalais exportent ou que les Sénégalais importent. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ces revenus. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord l'emploi au niveau des jeunes, l'emploi de manière générale, puisse occuper pratiquement 2 ou 3 millions de Sénégalais, contrairement à 300 000. Donc, 10 fois moins. Donc, ce qui fait que l'État a des difficultés de collecter l'impôt nécessaire par rapport à ça. Donc, ce qu'il y a, c'est d'encourager la création d'entreprises, des entreprises modernes. Il faut aussi que nos hommes d'affaires soient départis de leur complexe, de leur frilosité. On n'a pas vu des rencontres organisées entre les hommes d'affaires américains et les hommes d'affaires sénégalais. Est-ce que l'État avait mis en place les conditions pour que le patronat sénégalais, les NACOA et tous ceux qui travaillent dans ce secteur puissent les rencontrer, puissent discuter? Mais ce que j'ai pu remarquer, j'ai vu déjà à la télé, donc lors du dîner qui a été organisé, beaucoup de patrons des entreprises sénégalaises. Maintenant, est-ce qu'ils avaient fait du networking là-bas, donc avec leurs collègues américains, leurs homologues américains, pour leur proposer des projets? Mais d'autre part, même si le gouvernement est en train d'organiser la visite au niveau de l'État en tant qu'institution, mais nos hommes d'affaires doivent s'impliquer eux-mêmes pour pouvoir quelles sont les opportunités qu'ils peuvent tirer. Mais la plupart d'entre eux disent qu'ils n'ont pas été invités. Non, mais le problème, ce n'est même pas une question d'invitation. Si vous avez quelque chose à proposer, Alassane, vous le mettez sur la place, si c'est bien, tout le monde prend. Tu n'as pas besoin de faire, comme on dit, un bon produit, ça vend lui-même. Si aujourd'hui vous faites de très bonnes plaquettes, vous faites de la très bonne diffusion de l'information, vous allez sur le net, vous connaissez la chambre de commerce américaine, vous-même, les entreprises qui doivent venir au Sénégal sont listées, vous prenez vos contacts. Ces gens, quand ils viennent, vous pouvez organiser des rencontres privées. C'est pourquoi je dis qu'il faut se départir de l'idée du fait que c'est l'État qui doit faire pour eux. Non, l'État doit créer l'environnement. Donc, si Obama vient ici, c'est une énorme opportunité. Le Sénégal a eu la chance d'être exposé au niveau des médias. Donc, les gens qui pensent qu'ils peuvent tirer bénéfice de ça doivent aussi prendre des mesures pour pouvoir bénéficier de la visite d'Obama. Mais ce n'est pas l'État qui va dire que bon, il y a 400 Américains, on va prendre 400 Sénégalais. Non, c'est les Sénégalais qui doivent faire des propositions de telle sorte que l'État ne pourra rien faire sans eux. Parce que si vous avez un bon produit que vous devez vendre, c'est l'image du Sénégal, c'est le produit du Sénégal, c'est l'argent Sénégal, c'est les taxes Sénégal. Je ne crois pas que le président de la République ou le gouvernement puisse dire non. Ibrahim Diop vient de nous rejoindre par Skype. Ibrahim Diop, bonjour et bienvenue au cours de cette émission. Nous étions en train de parler tout à l'heure des opportunités d'affaires que le Sénégal aurait pu avoir avec la visite de Barack Obama. Est-ce que vous avez senti le secteur privé sénégalais assez agressif pour proposer aux Américains des produits ou bien des contrats? Bonjour Alassane, vous me permettez tout d'abord de dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la RFM. Pour revenir à votre question, directement, il faut partir d'abord de l'environnement des échanges entre les États-Unis et le Sénégal. Il y a un préalable qu'il faut régler. En ce qui concerne les échanges, les entreprises exportatrices au niveau du Sénégal gagneraient à être compétitives sur le marché international. Maintenant, pour revenir aux échanges entre les États-Unis et le Sénégal, on a deux atouts qu'il faut mettre en avant, parce que le Sénégal a été placé en 3e place dans le rapport 2013 sur l'évaluation des politiques et capacités institutionnelles.
et derrière le Kenya et le Cap-Vert, donc l'environnement des affaires est propice. Maintenant, en ce qui concerne les relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal, il faut partir de deux leviers. Il y a déjà le Millennium Accord Challenge et l'AGOA. Le Millennium Accord Challenge va permettre au Sénégal de renforcer ses infrastructures pour assurer, à partir de la production, la circulation, c'est-à-dire assurer un circuit de distribution de produits sénégalais. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut régler? La deuxième question se situe au niveau de produits du label Sénégal. Le Sénégal est confronté à deux problèmes. Le produit sénégalais que vous avez, je vous donne l'exemple de notre mangue ou bien de tout autre produit, c'est-à-dire à partir de la matière première, nous avons de bons produits, mais ce qui pose problème sur le marché international, c'est le conditionnement. Et comment faire bénéficier du Sénégal de cette qualité de produits sur le plan international. Ça, c'est un préalable qu'il faut régler parce que les entreprises sénégalaises ne sont pas compétitives. Du fait qu'à partir de nos produits, nous devons construire des produits à même de concurrencer d'autres produits sur le marché international. Je pense que si on arrive à régler ces deux questions, après cette visite-là, l'environnement des affaires, les investisseurs, les entreprises exportatrices, à partir des organisations dont nous disposons au niveau du commerce extérieur, notamment l'ACEPEX, la promotion des exportations sénégalaises, je pense que cette visite aura des retombées économiques considérables. Oui, Ibrahim, on a parlé de l'AGOA. L'AGOA, l'une des composantes, c'est le textile. Mais comment le Sénégal peut-il exporter son textile alors qu'il n'y a aucune usine qui fait du textile? Toutes les usines sénégalaises sont fermées. En fait, à partir de l'AGOA, ce qu'il faut régler, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure qu'on doit s'appuyer sur deux leviers, c'est-à-dire en fait, sur le plan institutionnel. Avec le Millennium Challenge, c'est-à-dire si un investisseur sénégalais produit à partir du Fouta ou bien à partir du Saloum, comment faire acheminer son produit au niveau de Dakar? Là, à partir des infrastructures routières, il y a un rôle fondamental que le ministère des Infrastructures doit jouer. Maintenant, en ce qui concerne l'AGOA, vous savez, si je donne l'exemple d'un pays comme le Maroc, il a très bien réussi sa première phase parce que à partir de l'agriculture, les moyens de production qu'il faut booster pour avoir des produits de qualité se basent sur des ressources naturelles premières dont nous disposons. Et le Sénégal en dispose. Maintenant, l'autre question, c'est-à-dire l'intérêt même de l'AGOA, c'est ça, c'est-à-dire à partir des produits locaux pour en faire des produits exportables de qualité. C'est-à-dire que l'Américain qui se trouve à Utah ou bien qui se trouve à New York, s'il a un besoin d'acheter un produit, que la différence ne se fasse pas sentir au niveau du conditionnement de ce produit-là. C'est-à-dire que ce soit un produit de qualité avec un conditionnement qui répond même à un objectif marketing. Je vous donne l'exemple. C'est pas pour rien que, par exemple, vous voyez que tout le temps, Coca-Cola ou bien, vous m'excusez de la publicité, mais c'est juste à titre d'exemple, vous voyez un produit, dans sa phase d'évolution, on change le conditionnement pour une meilleure présentation. Je pense qu'au Sénégal, il y a de bons produits. Maintenant, c'est la présentation, c'est le conditionnement qui ferait que nos produits exportables peuvent concurrencer d'autres produits de grands pays. Lardib, on a parlé de l'AGOA. Aujourd'hui, on a constaté par exemple que des pays comme la Tanzanie, comme le Maroc, entre autres, ont réussi à respecter les règles demandées par les Américains pour exporter leurs produits. Pourquoi le Sénégal n'arrive pas à réussir? Mais je crois qu'il y a un problème au niveau global. C'est d'abord l'encadrement des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cet environnement, on a créé un système qui permette que les entreprises puissent répondre à ces normes? En quoi faisant? Par exemple, on a une question centrale, c'est la question de l'étiquetage, l'emballage. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a des normes d'abord internes qui disent aux entreprises qui créent
qui vendent au Sénégal, est-ce que vous devez étiqueter les produits, vous devez bien les emballer? Je crois qu'au niveau interne, on n'a pas réglé cette question pour nous-mêmes, nous premiers consommateurs. Alors comment voulez-vous qu'on en règle pour les États-Unis? Donc, la première chose, c'est d'abord d'avoir des normes de produits au Sénégal qui puissent d'abord respecter le désir des consommateurs sénégalais. À un niveau plus élevé, l'État aidera aux entreprises sénégalaises à se conformer aux normes américaines ou aux autres normes. Mais je crois que le problème numéro 1, c'est d'abord que nous, au niveau du pays, qu'on puisse créer ces normes et qu'on les respecte. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, je sais que la production des fois du poisson entre le dépôt sur la plage de Kayar jusqu'à Dakar, jusqu'au conditionnement, des fois c'est infecté par des bactéries. Il suffit d'un petit contrôle pour voir que ce poisson n'est pas conforme aux normes de production américaine. Qu'est-ce qu'on fait? On a perdu tout ce temps pour cela. Donc, on doit aller d'abord à la base, créer les entreprises à la base, pour que le poisson puisse être, lorsque ça vient, puisse être conditionné immédiatement et mis dans une situation qui puisse permettre d'être... Mais est-ce qu'il faut faire, donc, comme on a dit, les états généraux de l'économie sénégalaise, revoir même la formation dans la compétitivité des entreprises qui travaillent? Si aujourd'hui on veut être compétitif sur le plan mondial, il y a aussi l'anglais qui est fondamental et tout ça. Est-ce qu'il faudrait revoir, faire des états généraux de l'économie sénégalaise, voir là où elle ne marche pas pour remettre les choses à l'État? Mais je crois que c'est la voie obligée, parce qu'on a, pendant 50 ans, on a refait avec les mêmes choses, et le résultat reste le même. On reste scotché parmi les nations derrière. Alors je prends à titre d'exemple, vous prenez Singapour, Taïwan, tous ces dragons, Thaïlande, tous ces dragons asiatiques, et même le Vietnam communiste. Tout le monde décolle après 50 ans. Et pourtant, ce n'est pas des démocraties, ce n'est pas des exemples de droits de l'homme, mais il y a quelque chose sur la valeur travail. Des gens sont des grands travailleurs. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent quand ils veulent quelque chose, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour y accéder. Il y a un rêve qu'ils ont. Ils ont une fierté pour eux. Il faut aussi l'environnement, que dans tout ça, que l'État puisse jouer son rôle. L'éducation et la formation, c'est la base du développement. Les entreprises ne peuvent pas venir investir au Sénégal quand ils ne trouvent pas un personnel qualifié. Les entreprises américaines préfèrent aller en Chine. Ils préfèrent aller même dans le bassin de l'océan Indien que de venir au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une école qui forme ici en plomberie? À ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a une école qui forme dans des métiers d'électricien, etc., qui est capable de mettre, au lieu de mettre, excusez-moi, ce n'est pas une insulte aux juristes, aux économistes, 1000 économistes qu'on mette 1000 électriciens. Parce que sur ça, on est compétitif. Mais je crois qu'on doit pouvoir réorienter la formation par rapport à ça. Ça doit être la base. Et quand l'emploi, la formation était à moins de 3% du budget de l'éducation nationale, Alassane, pendant 50 ans, je vous donne une petite statistique. Aujourd'hui, on dit que le quart du budget est consacré à l'éducation et à la formation. Si vous le cumulez depuis 1960, vous allez avoir presque 4 000 milliards de francs CFA. Si vous avez 1000 étudiants à l'année 1 du Sénégal indépendant, quand vous cumulez le nombre de gens qui ont des diplômes d'enseignement supérieur, c'est même pas égal à 10% de cet investissement. Les 90% sont allés à la mer. Et on continue de le faire. On doit se dire que ce système d'enseignement ne répond pas d'abord à nos objectifs de développement, qu'il faut changer les bases. Comme on dit en philosophie, quand les prémices sont fausses, les conclusions sont nécessairement fausses. Quand ces bases de développement sont fausses, à force même de persévérer, ça sera faux. 50 ans, le même système d'enseignement, les mêmes objectifs, les mêmes programmes qu'on a nommés par-ci, par-là, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans ça comme consultant du gouvernement, dans l'éducation pour tous, et je leur avais dit, ne vous fatiguez pas. Le problème, c'est l'information professionnelle. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Tout le monde ne peut pas avoir le DFM. Tout le monde ne peut pas avoir le certificat d'études. On fait des paliers. Si vous avez le certificat d'études et vous n'avez plus les capacités d'aller, vous pouvez être un bon ouvrier qualifié. On vous met en plomberie, en mécanique, etc. Vous allez au DFM. Vous n'avez plus les capacités d'aller. On voit que intellectuellement, c'est là. Vous pouvez être un bon ouvrier, un travailleur
un technicien supérieur, etc. Au bac, la même chose. Et revoir la question de l'accès à l'université, qui est une question centrale que les gens évitent par souci, je ne sais pas, d'hypocrisie. Vous ne voyez dans aucun pays du monde, à part le système francophone, et chez nous, les gens avoir le bac et accéder à l'université. Pourquoi faire? Et quand vous allez à l'université, quelle est la faculté qui draine le plus de monde? C'est la faculté de lettres et la faculté de droit. Quand vous allez à la faculté des lettres, quand vous avez 3000 étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Lettres modernes, sociologie. Qu'est-ce que ça a à voir directement avec la production? Ça, ce n'est pas des objectifs. Donc, l'environnement commence d'abord à régler cette question de l'éducation et de la formation pour nous rendre compétitifs. Et maintenant, à un deuxième niveau, si vous avez les compétences, mais les Américains investissent en Chine communiste, où il y a un seul parti unique. Et pourquoi ils ne font pas au Sénégal où il y a 100 partis uniques? C'est parce que là-bas, il y a de la compétence. Ils n'ont pas besoin, ils investissent en Turquie. Ils n'ont pas de problème. Ils investissent à l'île Maurice. Ils n'ont pas de problème. Ils investissent au Maroc. Ils n'ont pas de problème. Et pourquoi pas chez nous? Ibrahima, il y a une question d'un internaute, Maktar Mbeng, qui dit que Barack Obama est venu avec un pléthore d'investisseurs. Cependant, je n'ai pas entendu nulle part dire qu'ils ont signé des contrats alléchants, comme cela a été le cas au Ghana, où les investisseurs avaient déjà fait la promotion du climat propice de leur pays aux USA. Alors, ce qu'il faut signaler, répondre par exemple par rapport à cette question, parce que cette visite balise un peu le terrain et dans le premier temps établit le contact entre le secteur privé américain et le secteur privé sénégalais. Ça me permet de faire un peu l'historique des relations commerciales entre les États-Unis et le Sénégal. Si vous prenez l'exemple du Minority Business Development Agency, de US Department of Commerce, en fait le département du commerce des États-Unis a une direction qui s'appelle le MBDA. C'est-à-dire cette direction a pour rôle fondamental, comme l'agence sénégalaise des exportations, de mettre en relation des entreprises américaines et des entreprises sénégalaises. Et tout dernièrement, durant le mois de mai, nous avons travaillé même pour renforcer davantage l'axe Washington-Dakar dans le cadre des échanges. Et il est même prévu de mettre en place un showroom label Made in Sénégal, parce que l'intégration se fait par le MBDA, mais il faudrait que, à travers des activités comme ça, c'est-à-dire la visite, et on verra les retombées, la visite du président Barack Obama, est venu pour consolider tout ça. Et il y a une suite logique. Parce que le président de la République, Macky Sall, l'a dit lui-même, que les entreprises sénégalaises n'étaient pas compétitives. Maintenant, comment faudrait-il faire pour que les entreprises soient compétitives à partir de ce marché potentiel américain? Parce que moi, je vois beaucoup d'explications politiques derrière cette visite-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique est un marché potentiel. Pour les États-Unis, pour l'Asie, c'est pas pour rien qu'on voit tout le temps le déploiement des Chinois. Maintenant, les Américains l'ont compris. Et les États-Unis étant leaders dans la politique économique, ont compris cela. C'est pas pour faire cadeau aux pays africains, mais c'est pour voir éventuellement les opportunités d'affaires sur le plan économique, sur le plan politique. Tout ça, comment développer ce potentiel africain-là au profit des États-Unis, mais aussi au profit des Africains. Parce que l'approche du président Obama, il l'a dit. Il a dit qu'il se félicite même du fait que le Sénégal est un pays de démocratie. Donc ça dit que le Sénégal est stable. Et vous conviendrez avec moi que l'environnement des affaires dans un pays, ce qu'il faut voir, c'est la stabilité de ce pays. Le Sénégal est stable, le Sénégal regorge beaucoup de potentialités. Maintenant, cette mise à niveau qu'il faut faire pour que les entreprises sénégalaises soient compétitives sur le marché international, notamment sur le marché africain, il y a des structures qui travaillent à cela. Mais Ibrahima, je pense qu'à mon avis, les entreprises sénégalaises ont intérêt à suivre cette dynamique-là. Ibrahima,
Il y a une question fondamentale qu'a développée l'ARDIP Ndiaye, c'est la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, le système éducatif sénégalais, de façon globale, est centré vers le développement? Est-ce que si on forme des sociologues, c'est très bien, parce qu'on a besoin d'eux dans les entreprises, des psychologues, on en a aussi besoin, mais est-ce que aujourd'hui, le système éducatif sénégalais permet de créer des gens formés à des métiers qui sont productifs? Oui. Le système sénégalais, est-ce qu'il est adapté à un pays pour un développement? Ibrahima? Je disais que nos entreprises ont des limites par rapport à la compétitivité, formation, accompagnement des entreprises. Ça, c'est un terrain sur lequel on devrait accentuer cette politique intérieure-là de notre commerce. Et je pense que c'est en bonne voie. C'est comme si vous me dites, par exemple, si Alassane Samba Diop est invité au National Press Club des États-Unis, comment il va expliquer comment il fait son travail de tous les jours de journaliste. Ça coûte de source, c'est-à-dire une entreprise, la finalité socio-économique de l'entreprise, c'est la survie économique, c'est-à-dire de créer des richesses à partir de ces moyens de production. Maintenant, l'accompagnement, le positionnement institutionnel, ça c'est du rôle de l'État, de les accompagner, de mettre à leur disposition l'accompagnement institutionnel pour permettre à ces entreprises-là d'aller à l'assaut du marché international. Mais je ne pense pas que les entreprises sénégalaises pêchent à ce niveau. Ce qu'il faut juste voir, c'est comment refaire cette présentation, le conditionnement de ce produit. Je vous donne l'exemple du bissap ou bien du bouille. C'est un produit qui a des vertus, qui pratiquement au niveau des États-Unis, je dirais que le Sénégal, en ce qui concerne ces produits-là, n'a rien à envier à n'importe quel pays. Maintenant, comment on présente nos produits, ce bissap-là ou bien ce bouille-là, ça dépend de cette présentation qui donne, au client le besoin de passer à l'acte d'achat. C'est-à-dire si le produit est bien présenté et que le produit a ce support de promesse, c'est-à-dire a des vertus que nous ignorons, il n'y a pas de raison pour un Américain qui se trouve dans un supermarché de prendre un produit made in Sénégal. Mais il faudrait que ce produit made in Sénégal-là soit présenté de telle manière que ça suscite un peu l'intérêt du client. Sur le plan, je veux dire, sur le plan de la présentation, parce que ce qui est important, avant de connaître le contenu, c'est le contenant qui attire le client. Donc, nos entreprises doivent faire des efforts dans ce sens-là. Et c'est dans la politique même d'orientation stratégique des entreprises qu'il faut intégrer tout cela. Voilà. L'ARDIP, l'autre point aussi, sur le plan économique, on l'a déjà dit, et sur le plan politique aujourd'hui, l'arrivée de Barack Obama, qu'est-ce que ça peut faire pour le Sénégal? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, je crois qu'au niveau de son parcours personnel, donc les politiciens doivent pouvoir un peu voir comment l'abnégation d'un homme qui est issu de la minorité raciale aux États-Unis, qui n'est pas riche, qui est issu d'une famille modeste, a pu accéder aux plus hautes marches des États-Unis et à la plus haute marche dans le monde. En quoi faisant? En travaillant beaucoup. Il a travaillé personnellement. Il a un mérite personnel. Donc, qu'est-ce que ça nous renseigne? Que ce système récompense ces individus en faisant abstraction des origines sociales, de la couleur de la peau. Il vient de 15% des Américains, il est élu président des États-Unis. Il vient de 15% des Américains, il a accédé à Howard. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus puissant qui décide pour les États-Unis. Donc, nous, dans nos systèmes, on doit encourager à promouvoir les gens qui sont les meilleurs. Il faut le nivellement par le haut, pas par le bas. Donc, la démocratie de la médiocrité ne mène à rien. Donc, on doit pouvoir, les jeunes Sénégalais qui sont talentueux, leur offrir la possibilité d'arriver aux plus hautes marches. Parce que, quel est l'âge de Barack Obama? 51 ans. Et il dirige la première puissance du monde. À l'opposé, même l'autre versant, c'est la Russie. Le président, il a le même âge. En Chine, le président, il a le même âge. En Afrique du Sud, à peu près le même âge. Alors, au Sénégal, le président a le même âge. Donc, c'est cette génération qui est arrivée au pouvoir. Maintenant, comment transformer cette arrivée d'opportunité de cette génération en
pouvoir économique et politique. Nos hommes politiques doivent pouvoir savoir que quand vous vous battez pour une cause, vous devez y croire. Il a souffert pour arriver ici. Et aujourd'hui, il a été récompensé par son dévouement et son abnégation. Ensuite, c'est d'abord de dire aux gens les choses justes, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, et leur vendre un rêve. En 2009, quand l'Amérique, c'était le crash, c'était pas facile pour un noir issu des minorités pour accéder au pouvoir. Mais yes, we can. Ils peuvent. C'est un rêve. Après 5 ans, son bilan est là. Il a presque diminué de 4 à 5 points le taux du chômage. Il a relancé l'économie américaine. L'Amérique est à la recherche de nouveaux marchés. Parce que le politicien doit pouvoir vendre un rêve et avoir une stratégie de mise en œuvre par rapport à ça. Ibrahima, qu'est-ce que Barack Obama peut donner comme exemple à nos hommes politiques? On a vu très décontracté, assez simple, chaleureux, accessible, contrairement à beaucoup d'hommes politiques sénégalais qui peut-être ont, dès qu'ils arrivent au pouvoir, créé une sorte de distance entre eux et ceux qui les ont élus. Oui, je pense qu'à ce niveau, ce qu'il faut saluer, c'est le système démocratique des États-Unis, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le candidat Obama, avant d'être le président des États-Unis, il a été candidat. Il y a un système qui fait que c'est le meilleur des candidats qui passe pour être maintenant le candidat de son parti. Il y a les primaires. Au Sénégal, le système fait que, en général, c'est le chef de parti qui est de fait le candidat. Et on a un système qui fait que les relations entre le dirigeant et le militant, ce ne sont pas des relations basées sur une démocratie interne au niveau des partis politiques. C'est-à-dire que c'est le militant qui a intérêt à aller vers le leader, alors qu'aux États-Unis, si vous voyez, c'est le contraire. C'est-à-dire Barack Obama, pour battre campagne, il a été obligé d'aller au niveau des foyers, de parler aux Américains à travers une communication de proximité, ce qui n'est pas le cas. Même parce que la finalité de l'action politique, c'est la conquête, le maintien du pouvoir. Nos hommes politiques, quand ils sont dans une dynamique de conquête du pouvoir, ils sont accessibles, ils sont à l'écoute de leurs militants, ils sont en contact direct. Maintenant, c'est le problème qu'il faut voir, le problème qu'ils n'arrivent même pas à gérer, c'est le maintien au pouvoir. C'est-à-dire une fois au pouvoir, les mécanismes institutionnels font que il y a une distance entre cet homme politique-là et son militant. Et même au-delà, je pense que le problème est sociologique, mais bon, je ne m'aventurerai pas dans ce domaine parce que c'est un mais justement, ça nous permet de... Mais le constat, il est là. Voilà. Nos hommes politiques ne sont pas aussi accessibles que le sont les autres de l'Occident. Barack Obama. Maintenant, sur un autre plan aussi, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir des États-Unis parce qu'il a aussi un système et des atouts. Mais ce n'est pas pour rien que le président Obama a salué l'attitude lors de l'élection présidentielle de la jeunesse, le Sénégal de manière générale, que le Sénégal est un pays de démocratie et de justice au niveau de la gestion de la chose politique. Maintenant, ça c'est le problème des hommes politiques. Si un homme politique qui a besoin d'un électeur n'établit pas le contact avec celui-là, c'est un problème. Je pense que c'est l'éveil démocratique qui fera que un électeur sénégalais ne sera plus comme, je veux dire, quelqu'un qu'on embarque dans l'aventure sans pour autant qu'il se pose des questions. C'est l'homme politique sénégalais qui a intérêt à revoir sa copie, a intérêt à être beaucoup plus accessible. Je vous donne un exemple qui est assez banal. Vous, Alassane, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais un autre confrère, pour décrocher un entretien ou bien pour décrocher l'avis ou bien la version d'un homme politique, des fois c'est la croix et la bannière. Alors que c'est uniquement professionnel, c'est sur un plan, c'est son intérêt même, à la limite. Mais il essaie d'en tenir beaucoup de mystères autour d'eux, une fois au pouvoir, ce qui ne les arrange pas, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à maintenir non seulement la cote de popularité, mais à être en contact avec les populations
pour éventuellement maîtriser les préoccupations de cette même population-là. Lardi, par exemple, vous êtes psychologue, qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes politiques sénégalais? Une fois au pouvoir, il y a une sorte de distance qu'ils créent vis-à-vis de ceux qu'ils ont élus, le contact est pratiquement rompu, il y a tout un cérémonial autour de la gestion des pouvoirs. Oui, ça nous avait bien remarqué. D'abord, c'est un peu notre conception, je dis pas dominante aujourd'hui, c'est un peu le secret qui entoure ce pouvoir. On a envie de lui donner un secret pour lui donner quelque chose que les gens ne savent pas, qui te donne l'impression que vous avez la puissance. Et Alassane, à l'inverse, quand on les a dégommés, au conseil des ministres, vous les voyez, ils fréquentent les mosquées, ils viennent dans les cérémonies familiales et ils vont revoir les militants en leur promettant: écoute, la prochaine fois, si je serai au pouvoir, je serai encore très attentif. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de changements ces dernières années, depuis l'arrivée du président Macky Sall, parce que si vous voyez, c'est le dernier parti à être né et le premier à arriver aux élections. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une rupture, un changement de mentalité. Malgré l'énormité des moyens qui ont été déployés par l'ancien pouvoir, tout ce qu'ils ont mis, et l'achat de conscience et tout, ça n'a pas fait bouger les Sénégalais dans leur conviction qu'eux, ils vont choisir les dirigeants qu'ils veulent. Et d'ailleurs, c'est la leçon qu'on doit retenir. C'est que quels que soient les moyens que vous avez maintenant, quelle que soit la position, quand le jour du vote va arriver, les Sénégalais vont se prononcer. La ménagère qui est là sur la rue 6, elle a sa carte d'identité, sa carte d'électeur. Elle sait à quoi ça va. Parce qu'elle l'a déjà essayé et ça a marché 2 fois. Personne ne va lui apprendre que le prochain maire de la Médina, l'actuel maire, doit être quelqu'un qui doit être à ses préoccupations. Je donne toujours l'exemple de Saint-Louis. Quand j'ai vu qu'il y avait 6 ministres, une dizaine de directeurs, des milliards, et ils ont été balayés comme de la poussière. Et je me dis, aujourd'hui, nos hommes politiques, dans ça, parce que le pouvoir politique, c'est l'action politique qui le donne, c'est les élections. Vos postes de ministre, c'est les élections qui vous donnent ça, vos postes de député. Et maintenant, les électeurs ils ont mis à ce poste, vous voulez les narguer, ils vous attendent au tournant. Je crois qu'aujourd'hui, chaque Sénégalais le sait et chaque Sénégalais en est conscient. Ibrahima, l'Assemblée nationale a voté la loi sur la nationalité qui permet aujourd'hui aux femmes de donner la nationalité à leur conjoint. Une question de Moussa Faba, internaute qui est sur Facebook, qui demande: le vote de la nationalité n'est-il pas précipité quand on voit que l'état civil sénégalais souffre de beaucoup de problèmes, puisque souvent 2 personnes arrivent à avoir un même numéro dans le même registre? En fait, je ne pense pas que ça soit précipité pour la bonne et simple raison, parce que je me rappelle du discours de l'une des candidates à la présidentielle, notamment Ndella Diouf, qui disait que c'était injuste, que le mari puisse donner la nationalité et que la femme non. Et dans ce cas précis, ça renforce le genre, ça renforce les droits des femmes. Et il faut voir que cette question a été suscitée par un certain nombre d'organisations de la société civile des droits de l'homme, partie du discours politique même, de l'analyse de contenu de ce discours politique prononcé par Ndella. Il faudrait qu'on aille vers une société démocratique plus égalitaire. Je vais même au-delà. Si vous prenez l'exemple d'une femme qui travaille, qui ne peut pas, à partir de ses moyens, prendre en charge un certain nombre de priorités de sa famille. Alors que ce n'est pas le cas pour un homme qui est en milieu professionnel. Donc là, c'est pas précipité du tout. Au contraire, moi je vois que c'est une loi qui vient à son heure. C'est une loi qui honore la notion d'égalité. C'est une loi aussi qui participe à la promotion des genres, parce que c'est fondamentalement ce dont on a besoin. Il ne faut plus voir, parce que moi je vois cette question d'une autre manière, c'est-à-dire à l'heure où nous parlons de parité et d'égalité homme-femme, moi je dirais à partir de cette loi même, c'est une méritocratie qui vient à son nom, parce que la parité est mathématique, mais des lois comme ça,
consolide même le statut des hommes et des femmes. C'est-à-dire quelqu'un qui est outillé, ou bien que ce soit un homme ou bien une femme, qui soit outillé d'avoir quelque chose, ou bien qui a un droit de bénéficier d'un statut, quel que soit le sexe, ce qui est juste et ce qui est, à mon avis, pour une promotion d'une société égalitaire, c'est qu'ils puissent en bénéficier au même titre que les autres membres de sa société. L'Ardib, les gens posent la question concernant aujourd'hui, c'est une bonne avancée que les conjoints puissent, les femmes puissent donner la nationalité de conjoint, mais est-ce qu'on a réglé le préalable par rapport à l'état civil sénégalais? On a vu, il y a beaucoup de faux dans l'état civil, les gens posent plusieurs papiers, il y a un trafic autour de ça. Oui, je crois que ça, l'état civil a un problème, mais par rapport à la nationalité, je crois, mon point de vue, c'est d'abord une question d'équité et une question d'égalité. D'équité, parce que les femmes ne sont pas des moitiés des Sénégalaises, c'est des Sénégalaises à part entière. On ne peut pas permettre on ne peut pas permettre aux hommes d'avoir plus de droits que les femmes concernant la nationalité. C'est le fait de se réclamer qu'on est Sénégalais. Nous, nos hommes vont ailleurs, ils prennent des femmes et ces enfants automatiquement sont sénégalais. Elle qui est née ici, qui est là, qui a son mari, qui a ses enfants, on lui dit non, vous ne pouvez pas donner. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord ça a été une grande avancée du ministère de la Justice, du gouvernement de manière générale. On ne peut pas vraiment revenir là-dessus et féliciter le gouvernement par rapport à ça. Maintenant, la question de l'état civil, c'est une question centrale. Et la proposition que j'avais faite à son époque, c'est qu'à partir de cette année, où on est en 2013, on peut créer un fichier national de l'état civil informatisé. Donc toutes les nouvelles naissances à partir de la création du fichier sont automatiquement répertoriées. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'électricité, d'accès à Internet. Par exemple, dans chaque communauté rurale, on dit que chaque mois, qu'il y aura un reporting de toutes les naissances qu'on va saisir au chef-lieu de communauté rurale ou bien dans la plus grande ville la plus proche. Maintenant, le stock d'actes d'état civil qu'on a et qu'on veut normer encore, on peut prendre le temps avec les universités, les écoles de formation en informatique qui s'installent, prendre ces étudiants comme des stagiaires, aider à la saisie de ces données. Maintenant, rendre aussi cet état civil fiable. Faire de telle sorte qu'on puisse éviter des problèmes qui sont liés un peu à la production de documents qui ne sont pas fiables. Et je crois qu'il y a des avancées encore à faire dans ce domaine. Ibrahima, le dernier point de notre débat aujourd'hui, c'est aussi Nelson Mandela. On en parle un peu partout sur le continent. On salue son leadership sur le continent africain. Mais qu'est-ce que les hommes politiques sénégalais peuvent faire ou s'inspirer de Nelson Mandela? Ce qu'ils peuvent faire pour s'inspirer de Nelson Mandela, je le rappelle juste sa fameuse phrase. Celui qui ne sait pas partir à temps joue avec le feu. Vous conviendrez avec moi que Nelson Mandela, s'il avait besoin d'être président de l'Afrique du Sud, il allait toujours être président parce que ce n'est pas un problème de popularité ni un rapport conflictuel avec son électorat. Mais c'est juste qu'il a voulu poser un acte fort et donner l'exemple aux générations futures qu'un leader il pose des actes à haute portée. Les hommes politiques, je donne juste l'exemple de nos partis. En fait, depuis que je suis né, il y a des secrétaires généraux de partis. Hein. Ils sont tout le temps secrétaires généraux de leur parti. Donc ça pose un problème de démocratie interne. Ce qui n'est pas le cas avec Nelson Mandela, qui a quitté l'ANC, qui fait la présidence de la République, pour donner cet exemple-là. Autre enseignement à tirer, tu vois des présidents qui arrivent au pouvoir, pratiquement depuis qu'ils sont jeunes. Et même des fois, ils meurent au pouvoir. Après 40 ans de gestion de la République, ou bien même au-delà, il y a des présidents de la sous-région, depuis 20 ans, voire 30 ans, ils sont présidents de la République. C'est comme si ce président-là est indispensable au niveau de son pays. Et personne n'est indispensable, personne n'a le monopole de la vérité, il vient de l'intelligence. Voilà. À partir de faits, parce que l'histoire de Mandela a été marquée par un refus diplomatique de lutte et de privation.
quels sont ces hommes politiques qui, au-delà de leur engagement et de l'intérêt de servir une nation, seraient prêts à faire comme Mandela? Bon, je n'en vois pas, mais il y a toujours ça. Parce que si je convoque l'exemple de M. Dansoko Amat, il a été de tous les fronts au niveau du Sénégal, mais alors que ça ne se justifie pas, parce qu'il n'était ni secrétaire général du parti, son parti n'était même pas dans la logique. Ibrahim, le temps nous rattrape. L'Ardib, aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes politiques sénégalais doivent faire pour s'inspirer de son mandat qui a fait un mandat, qui a mis en place une nation qui est partie? Mais je crois que c'est aujourd'hui le fait que tout le monde l'adore. Tout le monde, aujourd'hui, le président des États-Unis se déplace pour lui donner un modèle. Il faut savoir partir. On a, comme vient de le dire Chignan, une génération, depuis qu'on est né, on trouve les mêmes secrétaires généraux des partis. Eux, ils demandent la démocratie dans ce pays, ils doivent commencer par eux-mêmes. Je crois que si l'ancien président était parti à 2 mandats, peut-être il serait un Mandela national. Voilà le fait quand vous voulez continuer, quand les gens ne veulent pas. Et l'exemple que je donne, j'ai jamais vu un président qui a fait 20 ans et qui est mort au pouvoir. La plupart, ils ont été balayés par les coups d'État. Et n'importe qui, jusqu'à présent, ça marche à côté de nous. Et j'espère que ça va continuer à marcher. Savoir partir quand il est temps. Merci infiniment Serigne Larbib Ndiaye, psychologue et aussi analyste politique. Merci à Ibrahim Diop, consultant en communication, avec qui nous avons parlé par Skype. Toutes nos excuses à tous les fidèles de Remue Ménage pour aujourd'hui cette émission sur la qualité sonore qui a été donnée.